Dossier numéro 3. Madame X, 68 ans, est hospitalisée pour une réduction d'une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire. Elle est juste hypertendue, elle se plaint de palpitations et dyspnées, et l'échographie cardiaque retrouve une insuffisance mitrale modérée. Question numéro 1. Quels sont les deux principaux moyens de réduire une fibrillation auriculaire? Donc, pour réduire une fibrillation auriculaire, vous avez deux moyens. C'est soit les médicaments, donc la cordarone principalement, mais aussi la flécaïne, soit le choc électrique externe, qui va permettre de restaurer un rythme sinusal. Très souvent, ce que l'on fait aussi, c'est un choc électrique externe après imprégnation en cordarone. Maintenant, avant de réduire, il faut vraiment que vous ayez en tête que la principale complication de la fibrillation auriculaire, c'est l'AVC, qui est secondaire à un thrombus intracardiaque qui se serait formé à cause de l'AFA et qui aura embolisé par la suite. Donc, avant de réduire, il faut s'être assuré qu'il n'y ait pas de caillot dans le cœur, et c'est l'objet de la question 2. Question numéro 2. Quel traitement doit absolument être associé avant d'entreprendre la réduction d'une AFA chronique? Comme je vous l'ai expliqué, l'obsession du clinicien, c'est de se dire, après la réduction, mon oreillette qui ne se contractait plus va se recontracter, et en se recontractant, elle risque d'emboliser un thrombus qui était présent initialement. Donc il faut être sûr qu'il n'y ait pas de thrombus. Donc il y a deux schémas, soit un schéma où on va visualiser dans l'oreillette, grâce à une échographie cardiaque transœsophagienne, qu'il n'y ait pas de thrombus. Donc le patient arrive, il est anticoagulé, on fait une ETO, s'il n'y a pas de thrombus, on choque. Soit une deuxième option, où on part sur un traitement par anticoagulant, donc héparine non fractionnée ou HBPM à dose curative, relais par AVK, avec une anticoagulation efficace pendant 3 à 4 semaines, avec 2 INR par semaine dans la zone cible. Et au bout de cette de ces 3 à 4 semaines, on pourra réduire. Et dans cette branche-là, il n'y a pas de TO. Donc vraiment, le message fondamental, c'est qu'avant de réduire, il faut s'être assuré qu'il n'y ait pas de thrombus, soit par une ETO, soit par 4 semaines d'AVK efficace. Question numéro 3. Finalement, l'AFA n'a pu être réduite, la patiente sort sous digoxine et préviscan. Sur quel dosage biologique doit être surveillé ce traitement par AVK et dans quelle fourchette? Eh bien, c'est l'INR qui mesure le degré de fluidité du sang et il doit être situé entre 2 et 3, en sachant qu'un INR à 3 traduit un sang plus fluide et donc un risque hémorragique plus important qu'un INR à 2. Dans la FA non valvulaire, c'est-à-dire une FA qui n'est pas associée à un RM ou à la présence d'une prothèse cardiaque biologique ou mécanique aortique et mitrale, l'INR cible est entre 2 et 3. Lorsqu'il y a des prothèses mécaniques mitrales, on peut être amené à proposer des INR plus hauts, entre 3, 3,5, voire 3, 4, en fonction du type de prothèse. Question numéro 4. Quelles sont les principales instructions que vous donnez à la patiente au sujet de son traitement par AVK? Le traitement par AVK nécessite une éducation très importante de la malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques de complications hémorragiques importantes, d'un côté. Si l'INR n'est pas équilibré, qu'il monte beaucoup trop haut, et de l'autre côté, il y a un risque d'accident vasculaire cérébral si le traitement n'est pas efficace. Donc il faut lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle prend le traitement par AVK, lui dire que c'est pour éviter l'existence d'un caillot et surtout d'une embolie, qu'il faut y avoir une grande rigueur dans la prise du traitement, une grande vigilance, et qu'il y a des risques d'hémorragie en cas de surdosage et de thrombose en cas de sous-dosage. Qu'il faut une surveillance régulière avec un INR cible entre 2 et 3, et que ce n'est pas parce qu'elle prend la même dose du même traitement tous les jours que son INR ne va pas varier, puisqu'il y a beaucoup d'interactions avec les médicaments, avec l'alimentation, et le plus important, c'est qu'elle fasse des prélèvements réguliers. Donc au départ, c'est une fois par semaine, et puis après, c'est une fois par mois. Et surtout de communiquer les résultats à son médecin traitant s'ils sont en dehors de la zone cible, et de consulter rapidement en cas de tout symptôme, soit neurologique et évocateur d'AVC, soit hémorragique en raison d'un surdosage aux AVK.